Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, ouverture au Sénégal du 15e sommet de la francophonie en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Après 3 mandats, le successeur d'Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sera désigné ce week-end. Avant de se rendre au Sénégal, le chef de l'État français François Hollande a effectué une visite en Guinée ce vendredi. Un déplacement symbolique dans ce pays stigmatisé par l'épidémie d'Ebola. Au Cameroun, l'Assemblée nationale se mobilise contre le terrorisme. Les parlementaires marquent leur adhésion à la politique de lutte contre l'insécurité menée par le gouvernement. Dakar, capitale de la langue française, tout ce week-end à l'occasion du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage sont sur place. Officiellement, le thème du sommet est consacré aux femmes et aux enfants. Mais l'un des enjeux de ce rendez-vous est l'élection du secrétaire général de l'organisation. Après 3 mandats, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf passe le relais. 4 candidats africains sur 5 sont en lice pour le poste. Écoutez la déclaration du président sénégalais Macky Sall à l'ouverture de ce 15e sommet de la francophonie. L'avenir de la francophonie des peuples se trouve dans son riche potentiel. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, une population jeune, notamment en Afrique, et des ressources naturelles considérables. Mais seule notre volonté commune de coopérer dans un esprit de partenariat solidaire et complémentaire transformera ce potentiel en opportunité. La francophonie des peuples, c'est certes la langue et la culture, la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. Mais la francophonie des peuples, c'est aussi les échanges économiques et commerciaux. Le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française estime à 274 millions le nombre de francophones dans le monde. À l'horizon 2060, 85% des locuteurs seront africains. Notre correspondant au Sénégal, Nicolas Cuquel, suit pour nous ce 15e sommet de la francophonie. De nombreux chefs d'État se sont succédés ce matin à la tribune de cette 15e cérémonie d'ouverture du sommet de la francophonie à Dakar qui a lieu actuellement. La bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, mais également le développement durable, l'éducation et la jeunesse ont été les différents thèmes abordés ce matin. Mais l'actualité qui touche le continent a également été largement évoquée. Ebola et la crise sanitaire que le virus représente dans une partie de l'Afrique de l'Ouest, mais également les attaques sécuritaires, mais également les problèmes sécuritaires et notamment les attaques de Boko Haram au Nigeria et dans une partie nord du Cameroun. Les débats vont se poursuivre à huis clos cet après-midi. Les chefs d'État devront, à travers leurs échanges, définir le cadre stratégique d'action de l'Organisation internationale de la francophonie pour les 10 prochaines années. Enfin, le secrétaire général de l'organisation, Abdou Diouf, a largement été congratulé, remercié, ovationné lors de cette cérémonie d'ouverture. Pendant la parole l'an dernier, il a salué ses pairs et fait ses au revoir. Après 12 années passées à la tête de l'institution, l'ancien président sénégalais tire sa révérence. Son successeur sera désigné ce dimanche à l'issue de ce sommet. Les délégations francophones s'activent à Dakar depuis le début de la semaine pour préparer ce rendez-vous capital. Ce vendredi, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation ont élaboré 9 projets de résolution qui devront être adoptés définitivement par les chefs d'État. Marina Vanier. 9 projets de résolution à soumettre à l'adoption des chefs d'État de l'OIF. En prélude au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis ce mercredi 26 novembre à Dakar en vue d'une préparation des activités. Ces décisions seront présentées à la quarantaine des chefs d'État attendus ce samedi 29 novembre. La conférence s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Nous avons un projet de déclaration de Dakar adopté à l'unanimité. Nous avons 9 projets de résolution. Ces projets de résolution abordent des thèmes divers, notamment l'usage du numérique dans l'éducation, mais aussi le principe de refus du terrorisme sous toutes ses formes. La solidarité entre les pays africains pour lutter contre Ebola a aussi été évoquée. Une évolution du cadre stratégique des actions qui prouve le bilan positif de l'organisation.
on travaille dans tous les domaines. Et dans tous les secteurs d'activité de la francophonie que vous connaissez, l'OIF a fait des progrès substantiels. Il nous reste encore des défis à relever, notamment dans le domaine majeur de la diversité linguistique, pour éviter que ce monde ne soit un monde unilingue. Dans le domaine de la diversité culturelle, pour éviter que ce monde ne soit le monde de la pensée unique. Nous avons besoin d'éviter tout hétémonisme et c'est la raison pour laquelle nous battons aussi pour un multilatéralisme vrai. Et l'OIF, en son sein, est déjà un exemple de ce que doit être le vrai multilatéralisme à travers le monde et dans toutes les organisations internationales. Après 3 mandats passés à la tête de l'OIF, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf a marqué positivement l'organisation. Le nom du nouveau secrétaire général sera connu ce dimanche 30 novembre. Le sommet se réunit tous les 2 ans et définit les orientations de la francophonie de manière à assurer son expansion dans le monde. Avant de se rendre au Sénégal, le chef de l'État français François Hollande a effectué une visite en Guinée ce vendredi. Un déplacement symbolique du fait de la stigmatisation dont est victime le pays ces derniers mois. La Guinée étant l'un des foyers de l'épidémie d'Ebola. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. En arrivant à Conakry ce vendredi, François Hollande manifeste la solidarité de la France à la Guinée en cette période de crise sanitaire du fait d'Ebola. C'est la première visite d'un président français depuis 1999 dans le pays et la première d'un chef d'État non africain dans un pays touché par Ebola depuis le début de l'épidémie. De l'épidémie d'Ebola à son impact sur l'économie guinéenne, les enjeux de la présence de François Hollande sont multiples. Le premier enjeu qu'il faut rattacher à la visite de M. Hollande, c'est un enjeu sanitaire. En réalité, la Guinée est confrontée à l'épreuve d'Ebola et la France a montré sa solidarité à la Guinée. La France a participé à la construction du centre de traitement moderne de Massanta. La France a participé à la formation, à l'équipement des équipes sanitaires. En outre, la France a fait une véritable campagne de mobilisation. Le message du président français devrait avoir une forte dimension sociale pour les Guinéens fortement stigmatisés depuis l'apparition du virus Ebola dans le pays. Les échanges entre les deux chefs de l'État devraient permettre de faire le point sur le dispositif mis en place pour lutter contre la fièvre hémorragique en Guinée, pays où la France a décidé de concentrer son action avec un engagement de 100 millions d'euros. La Guinée attend également de la France une assistance économique pour relancer son économie affaiblie par Ebola. Le fait que le président Hollande vient, ça veut dire que si un président d'une si grande république peut venir en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement aussi, pendant ce jour du président Hollande, nous allons le voir. L'aide qu'il nous apporte au niveau de l'Ebola et aussi l'aide budgétaire. Le soutien des finances publiques est aujourd'hui évalué à plus de 220 millions de dollars. Le soutien de l'économie à plus de 300 millions, alors que le gouvernement guinéen annonce la mobilisation de près de 2 milliards de dollars pour contenir l'épidémie d'Ebola et juguler les pertes économiques liées à la présence du virus dans le pays. Au Nigeria, la grande mosquée de Kano, dans le nord du pays, a été la cible d'un attentat ce vendredi. On dénombre au moins 120 victimes et plus de 200 blessés. Selon la police, l'attaque a été menée par 2 kamikazes et des hommes armés. Au Cameroun, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays n'ont pas de couleur politique. C'est le message que les députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition veulent transmettre aux citoyens. À travers des déclarations et des motions de soutien, les parlementaires marquent leur adhésion à la politique de lutte contre le terrorisme et l'insécurité menée par le gouvernement. Correspondance de Narcisse Doumbé. La chambre basse du Parlement camerounais se mobilise contre le terrorisme dans les zones frontalières du pays. Ce jeudi, à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaekele à Yaoundé, les députés de la nation, toutes sensibilités politiques confondues, ont marqué leur soutien aux efforts du gouvernement dans la protection du territoire. Un territoire qui subit les velléités d'expansion de la secte islamiste Boko Haram. Si à l'origine, les attaques de Boko Haram étaient menées à des fins de repli et de ravitaillement, force est de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus, Boko Haram semble afficher des objectifs de conquête territoriale dans la perspective de l'instauration d'un califat islamique. Pour matérialiser leur engagement dans ce combat, les élus du peuple ont posé de nombreux actes, dont l'un des plus marquants est la mise en place d'un comité de collecte de fonds de solidarité. Nous avons au front des soldats qui sont engagés. Nous avons des soldats
qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême en donnant leur vie pour préserver l'intégrité de notre pays. Ces soldats ont des familles, il faut pouvoir leur témoigner notre soutien. Nous avons à l'extrême nord des populations qui sont en train de souffrir. Nous avons des réfugiés qui sont là. Il est bon que nos dimensions humaines au niveau de l'Assemblée nationale, nos dimensions humanistes, puissent aussi ressortir. Boko Haram recrute essentiellement dans les milieux désœuvrés et enrôle ses adeptes dans un islam radical et violent. Ce qui amène certains députés à prôner également un combat culturel à côté des actions militaires et sociales en cours. Si nous creusons dans nos valeurs culturelles, celles-là qui respectent les droits de l'homme, celles-là qui exaltent la dignité humaine et met l'être humain au centre de toutes nos préoccupations, ce serait clair que nos enfants, pour peu qu'on leur donne 300 €, ne vont pas aller pour porter les armes. Avec l'examen en cours de la loi de finances 2015, on s'attend à une hausse sensible du budget de la défense nationale pour soutenir l'effort de guerre. Sur la ligne de front, le conflit contre Boko Haram a déjà entraîné le déplacement de nombreuses populations locales. Il a aussi fait plus de 1000 morts parmi les combattants de la secte et une quarantaine de soldats camerounais. Sur le plan économique, la douane camerounaise et les opérateurs économiques déplorent plusieurs milliards de francs CFA de pertes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.